nous avons la chance d'accueillir Simon Klein de l'OCE, donc de l'Office for Climate Education, le collègue de Mathilde Tricoire que nous avons vu juste avant. Et Simon va nous parler des abeilles. Voilà Simon, je te laisse te présenter en détail et puis je te donne la parole. Eh bien, merci beaucoup Jérôme. Donc effectivement, je suis Simon Klein, collègue de Mathilde Tricoire et actuellement médiateur scientifique, enfin, vulgarisateur scientifique à l'OCE. Je pense que Mathilde vous a fait un peu le topo de ce que c'est l'OCE. Je ne vais pas forcément revenir dessus parce que là, j'interviens plutôt au titre de voilà, ce que je peux faire au sein de l'OCE, mais aussi beaucoup ce que je peux faire maintenant en tant que vulgarisateur un peu indépendant. Parce que avant de travailler à l'OCE, j'ai travaillé en tant que chercheur sur le comportement des abeilles et des bourdons, le comportement animal. Je fais de l'écologie comportementale sur ces deux espèces, en plus ou moins les comparant, mais surtout en analysant un petit peu les impacts des changements globaux, enfin comment les impacts des changements globaux peuvent influencer plus ou moins la résilience des colonies, parce que c'est deux espèces qui sont sociales, les bourdons et les abeilles. Mais voilà, je vais rentrer un peu plus en détail sur cette question-là et d'autres questions. Mais voilà, on va y aller doucement et surtout, on va profiter de ce temps ensemble pour plutôt échanger et discuter autour des questions que vous pouvez avoir sur ces sujets-là. Donc, je vais officer avec deux casquettes, j'ai envie de dire. Donc, à la fois casquette d'expert un petit peu à ma petite échelle sur la question des pollinisateurs et de la pollinisation en tant que voilà, médiateur un peu indépendant et tout ça. Donc, travailler un peu la question de manière de curiosité, j'ai envie de dire, à tous, collective. Essayer de répondre un peu aux questions, d'amener plus de questions aussi que de réponses. Et puis aussi potentiellement l'approche pédagogique qu'on peut faire pour ces questions. Sachant que je n'ai pas forcément regardé dans les programmes où est-ce qu'on peut parler des pollinisateurs et tout. Donc ça, je vous laisse faire ce travail-là si vous le souhaitez. Je l'ai su, je n'ai pas pu voir, ou alors c'est dans les prochains jours, mais il y a un ou une collègue qui présente une ruche dans un établissement ou quelque chose comme ça. Exactement, nous allons avoir la présentation d'une ruche dans un établissement. Si je ne me trompe pas, c'est vendredi. Et nous avons déjà eu lundi une collègue, Laurence, qui nous a présenté les abeilles solitaires du côté Voilà. de l'Oregon. Oui, c'est ça, il y Voilà. avait les deux. Ouais. Donc, en fait, voilà, il y a pas mal de contenu. Faut aller piocher un peu dans tout ça, mais je pense que toute initiative est bonne à prendre et on va le voir en fait pour parler de la pollinisation en général parce que ça amène énormément de sujets qui dépassent la question, simplement la question de l'abeille et sa petite vie. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est Ok. parfait. On voit ton partage d'écran, Simon. Donc voilà, nous sommes dans cette université d'été qui se met au vert. Et aujourd'hui, j'ai plus spécifiquement m'attarder sur eux. Donc, je ne sais pas si vous les entendez. Ce n'est pas ceux de mon jardin, mais c'est enregistré là. J'aime bien commencer par laisser un peu la voix aux pollinisateurs, à ce doux bourdonnement qui peut paraître un peu embêtant au bout d'un moment, mais en tout cas qui montre que voilà, ça fait partie du paysage encore pour longtemps, j'espère. Et on va un peu parler de cette question de la disparition, soi-disant, des pollinisateurs, mais ça fait partie du paysage visuel, mais aussi du paysage sonore, parce qu'en fait, des pollinisateurs, il y en a énormément, d'espèces différentes, et surtout, elles sont présentes, ces abeilles et ces bourdons notamment, sont surtout des femelles, en tout cas en Europe, à de très longues périodes de l'année. Donc, vous pouvez les trouver aussi bien au printemps jusque les bourdons, en tout cas, vont polliniser même quand il fait relativement froid. Donc, je crie un peu parce que je suis dehors, il y a des bruits de dehors. Mais voilà, on va essayer d'évoquer un peu ces questions-là. Et avant toute chose, pour parler de pollinisateurs, on refait un petit point de botanique et surtout d'architecture florale pour se mettre dans le jus. Et donc, vous voyez tous devant vos yeux ébahis sur votre écran une fleur. Donc, ça, c'est une fleur, on va dire, un petit peu symbolique. Je ne saurais pas, peut-être un lys, ou en tout cas, c'est pas une espèce vraiment, voilà, c'est une espèce standard, on va dire. Mais vous pouvez faire l'exercice avec n'importe quel type de fleur que vous avez autour de vous en ce moment ou plus tard.
Pour parler des pollinisateurs, c'est assez intéressant de commencer par parler de pourquoi en fait on a cette magnifique histoire d'amour, j'ai envie de dire, entre toute une part des insectes, voire des oiseaux, voire des chauves-souris, et la majorité des fleurs. Et donc, en fait, la grande question derrière tout ça, c'est finalement de répondre d'une manière évolutive à la reproduction des plantes à fleurs. Et on va essayer d'explorer tout ça comment. Donc là, on a une fleur, et quand on explore un peu la fleur, on va commencer à découper les pétales. Et donc, en découpant les pétales, on va retrouver tout un tas d'attributs au niveau de cette fleur. Donc, je pense que vous le savez tous, mais on remet un peu les pendules à l'heure. Les fleurs, en fait, sont les organes sexuels des plantes, enfin, de tout un tas de plantes qu'on appelle les plantes à fleurs. Et donc, on peut faire plein d'analogies, et notamment des analogies avec le système de reproduction des humains. À savoir que dans les fleurs, il y a des appareils reproducteurs. Donc, dans la majorité des fleurs, on a des appareils reproducteurs mâles et des appareils reproducteurs femelles. Alors, si on évolue du centre vers la périphérie de cette fleur, on va retrouver tout au centre cette grosse masse-là, qu'on appelle le pistil. Et dans ce pistil, il est constitué de plusieurs tissus. Et le tissu, un peu voilà, le principal dans la question de la fécondation de la reproduction, c'est les ovaires qui sont vraiment tout au fond et qui contiennent les ovules. Donc, il y en a souvent plusieurs dans les plantes à fleurs. Et c'est pour ça qu'on va avoir la formation de plusieurs graines. Donc, l'ovule, c'est le gamète femelle qui porte l'identité génétique femelle et qui nécessite, enfin, qui va devenir une cellule œuf puis une graine dans le cas des fleurs quand il est fécondé par un spermatozoïde. Pour finir sur l'anatomie de ce pistil, on a tout en haut ce qu'on appelle le style surmonté d'un stigmate. Et le stigmate, c'est en fait la structure qui fait l'interface entre le milieu extérieur et le milieu intérieur pour arriver jusqu'à l'ovule. Donc en fait, ce milieu d'interface, il a deux fonctions, c'est à la fois de capter les spermatozoïdes, et on va voir comment ils arrivent jusque-là, mais aussi de filtrer, et on va voir un peu là où se posent tous les problèmes liés à l'autofécondation et tout ça, et notamment pourquoi en fait les pollinisateurs entrent en jeu à un moment donné. Donc ça, vraiment, si on part sur l'anatomie, rappelez-vous, c'est ici qu'on a toute la partie femelle, avec le stigmate, reconnaissance du spermatozoïde, jusqu'à l'ovule, où il va y avoir fécondation. Justement, les spermatozoïdes, en fait, on va les retrouver non pas libres, mais encapsulés au sein d'un grain de pollen. Un grain de pollen, en fait, qu'on voit là en orange, contient 2 spermatozoïdes. Et les grains de pollen sont amassés dans ce qu'on appelle les anthères, qui sont des amas de grains de pollen, qui sont tout en haut d'un filet. Et tout ça, ça constitue ce qu'on appelle une étamine. Savoir que chaque fleur va avoir de nombreuses étamines. J'irai chercher peut-être après des fleurs du jardin, mais pour vous montrer par exemple le rosier, les roses, et de manière générale les rosacées, c'est les fleurs qui ont parmi le plus d'étamines et de grains de pollen. Pareil, les coquelicots, enfin voilà, il y a certains types de fleurs qui misent beaucoup sur les grains de pollen, et on va voir un peu pourquoi après. Et ensuite, on a des pétales, et donc jaunes qu'on voit bien là. À la base, ici, entre les pétales et les étamines, dans la majorité des cas, on va avoir des structures sécrétrices de nectar, ce qu'on appelle les nectaires. Et ce qui est vraiment important et intéressant, c'est que pollen et nectaire, ce sont des sources de nourriture. Le pollen, ça va être une source de nourriture riche en protéines. Et le nectar, c'est en fait une source de nourriture très riche en glucides, parce que c'est finalement un mélange à queue avec un certain nombre de glucides, notamment des saccharoses ou du glucose ou du fructose. Et à la toute base de la fleur, on va avoir les sépales. L'ensemble des sépales, ça forme le calice, et l'ensemble des pétales forme le corolle. Un petit point de vocabulaire, on dit bien un pétale et on ne dit pas une pétale. Voilà. Alors, voilà la fleur. Très bien. La reproduction, c'est quoi? C'est la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule. Chez l'humain, ça se fait par déplacement, c'est-à-dire que l'homme et la femme se rencontrent. Physiquement, il y a une rencontre avec un déplacement de l'homme vers la femme, ou les deux. Enfin, voilà. Mais en tout cas, il y a à un moment donné un déplacement qui permet la rencontre du spermatozoïde avec l'ovule. Les plantes, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas douées de mouvement.
à part dans Seigneur des Anneaux avec les Hunt, mais il n'y a pas de mouvement à part voilà, ce qu'on va appeler l'héliotropisme, le tachytropisme, ou tous les mouvements qui sont plutôt liés à la manière dont les plantes vont s'orienter vis-à-vis de leur source de lumière ou source de nourriture pour certains. Je pense à la cuscute. Mais de manière générale, il n'y a pas de mouvement volontaire, et notamment pas de mouvements qui sont liés volontairement et activement pour la reproduction. Donc, notre pollen qui est là, eh ben, il va devoir se déplacer d'une manière ou d'une autre pour arriver jusqu'à rencontrer l'ovule. À savoir, le grain de pollen, en fait, il ne va pas directement rencontrer l'ovule, il va se poser au niveau du stigmate, et là, s'il est reconnu et qu'il est accepté, il va pousser. Le grain de pollen va pousser jusqu'à rencontrer l'ovule à cet endroit-là, et il y a un des spermatozoïdes qui va rencontrer l'ovule, l'autre spermatozoïde va rencontrer les tissus qui sont autour de l'ovule, au niveau de l'ovaire, et c'est ce qu'on appelle la double fécondation. Cette double fécondation, elle permet la production de la graine et du fruit. Okay. Le fruit, en fait, ça fait partie intégrante de la stratégie, entre guillemets, évolutive des plantes à graines, des plantes à fleurs, pardon, pour se disséminer. C'est-à-dire que le fruit, évolutivement, est lié à la dissémination, notamment par certains fruits, en tout cas les fruits charnus, ceux que nous, on connaît comme les pommes et autres. C'est des fruits qui, de manière originale, évolutivement, on trouvait une place liée au fait qu'ils sont ingurgités par des mammifères, par exemple, ou des oiseaux, et qu'à l'intérieur de ces fruits ingurgités, on a les graines. Les graines vont du coup voyager et on va avoir une dissémination et une colonisation du milieu qui va être beaucoup plus efficace à partir du moment où le fruit, évolutivement, il y a le fruit qui s'est mis en place dans l'évolution. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pour vous replacer aussi la fécondation et du coup la pollinisation dans tout ce qu'on appelle la reproduction des végétaux. Parce que la reproduction, ce n'est pas que ce phénomène de fécondation qui est intrinsèquement lié à la pollinisation, mais c'est aussi tout ce qui a après avec la fructification, puis la dissémination et la dissémination de la graine qui va devenir l'individu enfant. Donc nous, on s'attache vraiment à un tout petit phénomène de cette grande histoire de la reproduction des plantes. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce phénomène n'inclut pas que les plantes. Parce qu'il pourrait inclure que les plantes. L'histoire pourrait s'arrêter là, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire, OK, bah, très bien, on a les parties femelles et les parties mâles au niveau de la même plante, ce qu'on appelle une plante hermaphrodite. Donc, le grain de pollen, tranquillou bilou, pourrait venir fertiliser l'ovule de cette même plante. Alors, qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Et ça se passe parfois dans la nature, et il y a des cas comme ça de plantes mais c'est très rare, qui font ce qu'on appelle de l'autopollinisation ou autofécondation, c'est-à-dire qu'on se féconde soi-même. Parce que sur cette plante hermaphrodite, on a bien les parties mâles et les parties femelles qui ont la même génétique. Et alors, ça, je pense que vous êtes tous à peu près au courant. Chez l'humain, déjà, c'est pas foufou si on se reproduit avec une personne de sa famille. On a des problèmes qu'on appelle de la consanguinité. Et donc, la consanguinité, ça implique d'augmenter la fixation de mutations délétères, notamment dans la population. Ça a des conséquences directes sur la fertilité, finalement, des descendants. Et on le sait, les populations, en tout cas chez les populations humaines, les populations humaines, pour le coup, chez certains groupes de populations qui sont contraints ou qui, culturellement, ont un taux de consanguinité plus fort que d'autres, on voit en fait des dégénérescences apparaître dans les populations. Le risque, par exemple, chez les mammifères qui sont en voie de disparition, c'est le cas notamment des rhinocéros ou certaines petites populations de léopards, par exemple. En fait, la génétique est tellement appauvrie que le nombre d'individus est tellement pauvre qu'on va inévitablement vers de la consanguinité et donc un appauvrissement et potentiellement une détérioration jusque la disparition de l'espèce. Donc, chez les plantes à fleurs, même si ce serait pratique parce que très souvent, les parties mâles et femelles sont au même endroit physiquement, de nombreux mécanismes ont été mis en place au cours de l'évolution pour éviter cette autopollinisation, mais pour aller vers ce qu'on appelle la fécondation croisée, la pollinisation croisée. Et c'est là qu'entre en jeu tout ce dont on veut parler aujourd'hui, c'est-à-dire que les fleurs, au cours de l'évolution, ont développé différentes stratégies, entre guillemets, ou en tout cas, des stratégies ont été sélectionnées
par l'évolution pour faire au mieux pour transporter ce grain de pollen le plus loin possible de la fleur vers une autre fleur de la même espèce. Okay, donc, il y a eu un peu ce besoin pour que les espèces perdurent, d'éviter l'autopollinisation et donc de favoriser le transport d'une fleur à une autre du pollen. Il y a une stratégie qui a été mise en place dès le début et qui persiste chez à près de 10% des espèces, c'est d'utiliser le vent ou l'eau chez vraiment quelques espèces. Mais on a quand même à près de 10% des plantes à fleurs qui utilisent le vent. C'est le cas de nombreuses céréales, ce qu'on appelle l'anémogamie, donc l'utilisation du vent pour la reproduction. Donc là, ces espèces-là, elles vont produire énormément de pollen, un pollen très léger. On a par exemple les conifères qui vont produire un pollen qui a des petits ballonnets d'air qui va permettre en fait un meilleur transport par le vent. Donc, c'est des espèces finalement qui, enfin, je pense que vous n'êtes jamais émerveillé devant une fleur de pin. Ce sont des tout petits cônes, les fleurs mâles. C'est vraiment des tout petits cônes où il n'y a que du pollen qui sort de là. Ou pareil chez l'ortie, par exemple, on a des fleurs qui sont vraiment minuscules et qui n'ont aucun attrait esthétique, visuel en tout cas, on ne les voit pas, et c'est une toute petite fleur. En fait, ces fleurs-là, elles sont plutôt spécialisées dans la reproduction par le vent, donc elles n'ont pas de nécessité de se faire voir. Et parce que là, on va parler de 80% des plantes à fleurs, ce sont les plantes qui, au cours de l'évolution, ont acquis des caractères leur permettant d'être visitées par des insectes. Et certains insectes, au cours de l'évolution, ont même pris ces visites de fleurs comme étant leur source unique et principale de nourriture. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au cours de l'évolution, certaines espèces ont développé une attraction via les pétales, parce que le visuel marche très bien. Les pétales, c'est vraiment le panneau publicitaire des fleurs, des plantes pour montrer que c'est là qu'il faut venir. Les pétales sont donc un effet visuel. On a aussi les odeurs, qui sont un effet olfactif très, très attractant. Et on a surtout la mise en place du nectar. Et notamment, je vous parlais des céréales ou du pain, ou en fait, toutes ces espèces anémogames ne produisent pas de nectar. Le nectar, la seule fonction du nectar, c'est d'attirer, de rétribuer le pollinisateur qui lui-même est le transporteur du pollen. Parce que la fonction première, l'attrait premier des insectes et notamment des abeilles et de ces insectes pollinisateurs nectarivores, c'est d'aller chercher du nectar pour se nourrir eux-mêmes et pour nourrir leur progéniture, pour nourrir leurs consoeurs. Le nectar, notamment, petite parenthèse, c'est la base du miel. C'est-à-dire que le nectar va être récolté, il va être régurgité et passé de bouche en bouche, c'est un peu la trophalaxie, d'une abeille à une autre dans la ruche, et ensuite il va être déshydraté dans cette même ruche. Et en fait, ce nectar qui était à la base 20% environ de sucre, 80% d'eau, va devenir 80% de sucre et 20% d'eau. Il va être déshydraté jusqu'à devenir quelque chose d'imputrescible et qui tient en fait toute l'année et surtout qui tient l'hiver. Parce que pour les abeilles à miel, le nectar, en fait, c'est ce qui leur permet de continuer à vivre et surtout de continuer à chauffer la ruche l'hiver. Le nectar, c'est vraiment l'analogie, c'est que le nectar qui devient miel, c'est comme les réserves de bois qu'on fait pour pouvoir passer l'hiver au chaud, pour se chauffer. On pourra revenir là-dessus. Juste pour finir sur cette histoire de mise en place du processus de pollinisation. Donc, on a ce nectar, mais aussi le pollen, qui lui est, comme je disais tout à l'heure, une source de nourriture. Et effectivement, les insectes pollinisateurs exclusifs vont utiliser ce pollen, notamment pour nourrir les larves. Et le pollen est très, très riche en protéines et en lipides. Et les larves ont besoin de beaucoup de protéines parce que c'est au moment où elles se développent. On a besoin de beaucoup de création de nouveaux tissus, de cellules. Donc, les pelotes de pollen qui sont récoltées dans les pattes des abeilles et des bourdons, elles sont exclusivement là pour permettre aux larves de se nourrir. Et à savoir que le pollen, au contraire du nectar transformé en miel, ne se garde pas très longtemps dans la ruche. Et notamment parce que pendant l'hiver, il n'y a plus du tout de ponte par la reine. Donc, il n'y a plus de larves qui sont en besoin de nourriture, dont le pollen. Et donc, le pollen, en fait, il est ingurgité